Bien, bien, maintenant nous allons continuer, encore quelques minutes s'il vous plaît, et je vais m'arrêter maintenant de longues minutes sur un individu qui nous est très très proche, un individu absolument emblématique, qui a posé beaucoup de problèmes et qui pose beaucoup de problèmes, d'abord au sein d'Israël et au monde. C'est évidemment Théodore Herzl et Benjamin Zeev Herzl. Il s'appelait Théodore Zeev Benjamin Herzl. Alors je vais lire et je vais essayer de commenter. Nous allons utiliser de nombreuses sources et je vous en parlerai très vite. Alors je lis. De même, par exemple, Théodore Zeev Benjamin Herzl, personnage aujourd'hui si dévoyé, est apparu à une époque absolument critique de l'évolution de la civilisation occidentale dans laquelle s'entrechoquaient deux mondes issus évidemment du débat économico-social en pleine mutation industrielle. Il était ainsi apparu en plein débat sur le principe des nationalités. Alors, avant de commencer à lire un certain nombre d'extraits d'un livre que je trouve absolument très bon, malheureusement très peu connu, qui est paru dans les années 50, j'en parlerai tout à l'heure, je voudrais dire une chose fondamentale ici. Herzl, comme la plupart des leaders du monde juif, évidemment, sont dotés d'une fonction fondamentale. Nous avons tous une fonction qui nous est fondamentale, évidemment, mais particulièrement les leaders de notre peuple. Herzl portait en lui un certain nombre de forces qui sont des forces distinctes mais complémentaires. Et en termes de Torah, il avait, si vous voulez, si je résume cela à l'extrême, et on va voir dans un certain nombre de lectures ce que cela veut dire, et on va passer de longs moments là-dessus. Herzl était, si vous voulez, imprégné, habité par trois types de forces. Si je résume au maximum, vous avez les forces dites de Yosef Hatzadik, et pour cela, il était frère de Yosef, puisqu'il s'appelait Benjamin, et il était descendant donc de Rachel. À partir de ce moment-là, il avait les forces de Yosef. Il avait un autre type de force qui est aussi absolument capital, les forces de Yitro. Yitro étant évidemment le beau-père de Moïse, le père de, évidemment, Tzipora, qui est la femme de Moïse. Yitro étant le grand organisateur, le grand gestionnaire et le grand structuraliste, qui est venu à la foi des Hébreux, qui a reconnu Yudke Vavke, Akadosh Baruch Hu, comme étant le seul maître de l'histoire. Il a compris que Hachem ou Elohim, on en a parlé, on reparlera après, mais c'est très important. La troisième force qu'avait Herzl, me semble-t-il, évidemment en filigrane, on va en parler, c'est les forces de Moïse. Rien que ça. Une partie des forces de Moïse était intégrée dans l'âme de Herzl, Benjamin Herzl, et nous allons un peu le comprendre. D'abord, point très important, Herzl est né dans une famille assimilée en Hongrie, à Budapest, en 1860. Son père était un homme d'affaires et il était très aisé. Il n'a pas souffert de problèmes matériels dans sa jeunesse. Il a été très assimilé, vous voyez, à tel point, c'est-à-dire qu'il croyait que tout simplement que le problème juif allait se dissoudre grâce à la démocratie, grâce aux révolutions industrielles, et donc le progrès économique et social va permettre aux juifs de s'émanciper, et cette émancipation va faire tomber la souffrance, l'antisémitisme, etc. Alors, le premier des points très importants, je vais vous le lire à partir d'un texte qui est un texte pour moi de référence,
qui est issu d'un livre extrêmement peu connu. Bien sûr, il y a eu des milliers de livres sur Herzl. Ce livre s'appelle « La vie pathétique de Theodor Herzl », écrit par un certain docteur Léon Vogel dans les années 50 aux éditions Office Gap en France. Cet ouvrage, vous voyez, il est particulièrement lambeau, mais il est absolument vraiment fondamental, parce qu'il résume d'une manière extrêmement profonde, dans des termes extrêmement en fait simples, la problématique intérieure d'Herzl. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Et vous allez voir qu'à l'intérieur de ce personnage, les forces prophétiques étaient induites, étaient en lui, et que véritablement Herzl a reçu, lorsqu'il a écrit l'État juif, le plan d'ensemble que nous vivons encore aujourd'hui. Regardons. En 1891, la New Freie Presse, ce journal était un journal autrichien qui avait embauché Herzl et qu'il avait envoyé pour 4 années à Paris afin de commenter les débats parlementaires à l'Assemblée nationale française. Il est rentré en 1891 à Paris en tant que correspondant de la New Freie Presse, et il devait rester 4 ans. Il devait rester 4 ans dans la capitale française. Il était déjà marié depuis 7 ans et père d'un garçon et de 2 fillettes. Alors regardez ça, c'est très important. Je cite à la page 25. En 1895, l'année de son départ de Paris, se produisit à la Pentecôte, ce qui correspond à nous à Shavuot, Matan Torah, n'est-ce pas, un bouleversement absolument extraordinaire dans son évolution spirituelle. Cet homme, calme, réservé, rationaliste, d'ailleurs comme on était, entre parenthèses, à ce moment-là, on était scientiste, rationaliste, parfaitement industrialiste. On pensait tout simplement que la vérité se situait au niveau de la raison et au niveau de la démonstration. Montre-moi que c'est vrai, si vous voulez. Alors je ferme la parenthèse et je continue la citation. Je cite. Cet homme calme, réservé, rationaliste se transforma tout à coup en volcan. Pendant les 2 mois qui précédèrent ce départ de Paris, il fut littéralement saisi par l'ivresse biblique du prophète. Jour et nuit, des idées nouvelles germent dans son esprit. Ses servitudes quotidiennes de journaliste lui paraissent petites, ridicules, voire futiles, et il se met à rédiger son premier livre politique, l'État juif. En écrivant cet ouvrage, il pense à Heine, Heine étant un très grand poète allemand d'origine juive, qui disait, je cite, entre guillemets, qu'en composant certains vers, il sentait au-dessus de sa tête les battements d'aigle d'un aigle. Je répète, les battements d'ailes d'un aigle. Fin de citation. Sa modestie naturelle et sa timidité le firent tout d'abord douter de lui-même. Il hésitait à publier son livre et ne songeait nullement à se métamorphoser dans un premier temps en missionnaire. Il s'adressa tout d'abord, regardez ça, c'est absolument phénoménal, c'est absolument fantastique. Il avait compris. Regardez, écoutez ça, c'est très fort. Il s'adressa tout d'abord à son ami le plus intime pour lui demander quelle était sa réaction devant les idées qu'il exprimait dans son manuscrit. Pour toute réponse, celui-ci se mit brusquement à pleurer durant la lecture et Herzl s'aperçut que les larmes de son ami, étaient dues à la conviction qu'il avait de sa folie. L'ami le quitta en lui conseillant d'abandonner ses projets
mais il incita à aller voir, avant de publier son texte, l'intellectuel juif le plus connu de l'époque, Max Nordau. Alors j'en ai beaucoup parlé, on va reparler un tout petit peu de Max Nordau. Max Nordau était un très grand psychanalyste de son époque, et donc voilà son copain intime auquel il avait absolument confiance, le prend pour un fou, et évidemment va lui demander d'aller voir. Regardez comment on fait. Akadosh Baruch Hu, d'une sorte de malédiction, d'une sorte de courant négatif, sort un courant absolument éminemment messianique, constructif, puisque Max Nordau ne va plus quitter Herzl et va le suivre jusqu'à sa mort et même après sa mort. Et regardez, pour la petite histoire, il faut comprendre que ce copain d'enfance, lorsque le livre est sorti, l'État juif est sorti, eh bien, ce copain d'enfance qui était très très cher à Herzl s'est suicidé. Il n'a pas supporté, si vous voulez, la sortie de ce livre avec tout ce que cela représente. Et Herzl en a été suffoqué, il a été extrêmement touché par la mort de cet ami. Alors, je continue. Nous sommes à la page 25 en bas. Herzl subissait sa plus grave crise de conscience. Il en sortit avec la certitude que ses idées étaient valables et réalisables. Alors, je voudrais donner un certain nombre de petits commentaires. D'abord, plus d'un aurait été profondément choqué, pour ne pas dire découragé, face à l'attitude de cet ami. Lui a compris, Herzl a compris que cela était un moteur de vie, que, en fin de compte, la flamme, le volcan qui s'était allumé était en fin de compte un facteur de sainteté. Il avait compris qu'il avait une mission. Et à partir de ce moment-là, regardez ce qu'il va dire, regardez cette phrase absolument inimaginable, qui est très très peu connue. Regardez ce qu'il va dire dans son autobiographie. Je suis comme le feu rougi du feu, pardon, je suis comme le feu rougi au feu qu'on a jeté dans l'eau froide. Je suis devenu acier. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, comme Moshe, plus les anciens rejetaient, vilipendiaient le message de Moïse, eh bien, lui, par l'intermédiaire de cet ami, de ses amis d'une manière générale, et entre parenthèses, ses amis juifs ont beaucoup moins cru que ses amis non juifs face aux idées ça aussi c'est un message très intéressant, face aux idées d'Herzl. Au début, les juifs le prenaient pour un illuminé, pour un fou, à part évidemment quelques-uns, notamment quelques-uns de Russie et surtout d'Angleterre. La plupart des juifs le prenaient, y compris des riches, le prenaient pour un tout simplement illuminé, et ils n'ont pas pris au sérieux. Et ce qui est incroyable, c'est que ce sont les Autrichiens, et on sait non-juifs, et on sait que Hitler est sorti d'abord de ce pays, et les Autrichiens non-juifs avaient compris le côté missionnaire de Herzl, et l'avaient appuyé, contrairement à ses amis juifs. Ça, c'est une autre parenthèse. Et un autre point très très intéressant, très très important, c'est que plus les anciens critiquaient Moshe, et plus Moshe continuait sa mission. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un des problèmes de ces juifs-là, c'est de dire, tu vas attiser l'antisémitisme avec ton livre, avec tes idées. Laisse-nous tranquilles, nous on est devenus des Français, on est devenus des Allemands, des Autrichiens, des Anglais, des Russes, laisse-nous tranquilles, on n'a plus rien à voir avec ça. On veut même, à la limite, devenir quelque part chrétien. Et lui s'est trouvé devant une problématique d'enfer, exactement comme Moïse. Plus je continue, et plus mon peuple souffre. Alors que moi, Herzl, moi, Moïse, si vous voulez, je ne supporte pas la souffrance de mon peuple. Moïse, évidemment, a tué l'Égyptien, qui était, tout le monde connaît ça, évidemment, une sorte de policier qui faisait souffrir les Hébreux, une sorte de capot qui voulait faire du mal continuellement aux Hébreux. Eh bien, c'est la même chose.
Herzl était extrêmement sensible à la souffrance de son peuple. Il ne supportait pas l'antisémitisme, il ne supportait pas la souffrance fondamentalement insupportable pour lui de son peuple et de l'antisémitisme. N'oublions pas qu'à cette époque-là, les Juifs russes mouraient pratiquement tous les jours par centaines, et qu'il fallait notamment à Odessa, et pas seulement à Odessa, évidemment, il fallait sauver ce qui pouvait être l'être. Et ces masses juives, qui étaient des masses à cette époque-là, à la fin du XIXe siècle, très paupérisées, très appauvries, étaient une population en souffrance, sans aucune protection, et donc il fallait absolument trouver un remède. Il en était malade. Il passait des dimanches entiers à traverser, entre parenthèses, la place de la Concorde, aller de la place de la Concorde jusqu'aux Champs-Élysées, aller-retour, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, et voilà ce monsieur avec sa redingote et son parapluie en train de réfléchir comment faire pour sauver son peuple. Il était, comme Moïse, pris par une sorte de buisson ardent. Il avait ce feu intérieur qui fait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre sans penser à son peuple. Alors, à ce moment, je continue à lire, nous sommes à la page 26, en ce moment, c'est important pour l'orientation ultérieure de sa vie, il essaiera de retrouver dans ses souvenirs les raisons qui avaient aiguillé ses pensées vers la solution du problème juif. Alors, regardez ça. Le premier livre, ça c'est assez connu, le premier livre où le jeune étudiant Herzl devait trouver des thèmes de réflexion fut un opuscule de l'allemand Karl Dühring. Regardez ce que dit cet allemand Karl Dühring. Je cite, « Le problème du peuple juif et son influence raciale nocive sur les mœurs, la culture et l'existence des nations. » C'est à partir, fin de citation, c'est à partir de cette lecture que la question juive s'est mise à le tourmenter. Lui, l'homme assimilé, il était avocat, il a été avocat à Salzbourg, il était docteur en droit. Herzl, docteur en droit, va commencer à mettre tous ses acquis au profit, si vous voulez, de la cause nationale juive. Pour échapper, regardez, je répète, à partir de cette lecture, que la question juive se mit à le tourmenter et qu'il souffrit de tout geste dicté par l'ostracisme racial. Bon, là nous sommes, si vous voulez, à ce rejet de l'Égypte. Moshe est quelque part rejeté par l'Égypte, et lui, il a tué un Égyptien, il est recherché par la police, il va se réfugier pendant 40 ans chez Yitro, et donc là va commencer jusqu'à 80 ans, à ce moment-là il avait 40 ans, à 80 ans il va avoir le buisson ardent, va commencer l'époque pour Moïse, pour Moshe Rabbeinu, le travail intérieur qui va le ramener vers l'essence de toute chose, vers Kadosh Baruch Hu, qui va l'appeler, en prenant d'ailleurs, entre parenthèses, selon les Midrashim, la voix de son père, Moïse, Moïse, et il va répondre. C'est évidemment le fameux buisson ardent, rencontre au buisson ardent. Et au niveau de Herzl, évidemment d'une manière différente, ce n'est pas la même époque, mais Herzl va lui aussi vivre intensément ce buisson ardent, et regardez, pour échapper à cette sorte d'angoisse, la souffrance du peuple juif, il pensa tout d'abord au baptême chrétien, mais il rejeta aussitôt cette pensée, car il se refusait catégoriquement à changer son nom de Herzl à consonance juive. Les cris de haine qu'il avait entendus maintes fois dans les villes allemandes et autrichiennes résonnaient toujours à l'oreille. Lorsqu'il se mit à rédiger l'État juif, il essayait de saisir la nature profonde de l'antisémitisme et d'en trouver l'explication. Telle fut la démarche fondamentale de Herzl lorsqu'il se pencha sur les problèmes de l'émancipation juive. Alors, je continue encore, s'il vous plaît, c'est très très important. Évidemment, à l'instar de ses contemporains, il manifestait peu de compréhension pour l'élément irrationnel de la haine raciale. Nous sommes dans un temps de rationalisme, nous sommes dans un temps de scientisme, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de raison.
Pour eux, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il existait, eh bien, il laissait le monde libre. À vrai dire, psychologiquement et psychologie et psychanalyse n'étaient alors qu'à leur début. Le marxisme et la pensée socialiste, lui, étaient tout à fait étrangers. Vous allez voir que dans ce qui va donner en tant que Ben Yosef, en tant qu'organisateur dans l'État juif, vous allez voir que beaucoup étaient retirés sans le vouloir, peut-être même sans le savoir, du socialisme, même du socialisme marxiste. Vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Pour Herzl, les Juifs étaient donc devenus un corps étranger à l'intérieur des nations à cause des ghettos. Leur caractère ne pouvait qu'être altéré par des persécutions séculaires et l'antisémitisme matérialisait les conséquences de l'émancipation des Juifs sur l'optique des nations. Les souffrances constantes ont transformé et avili, dit Herzl, notre conscience qui était fière et noble dans le passé. Pour Herzl, le peuple juif est un peuple évidemment antique qui vivait des temps extrêmement difficiles depuis qu'il avait quitté son pays et il avait comme conviction absolue que c'était un peuple fier et que parce qu'il était fier et il était travailleur, il était capable, il possédait en lui toutes les capacités de développer cet État juif parce qu'en lui, il avait les forces, le peuple juif avait les forces de développer matériellement, physiquement, économiquement, socialement, éducativement une nation. Alors je continue là. Alors, l'État juif, point d'interrogation, c'est une nécessité historique et Herzl le construit entièrement dans ses pensées sans oublier ni détail ni disposition. C'est incroyable, ça c'est le côté, si vous voulez, d'abord Yitro, puis Yosef étant évidemment un très grand économiste, puisqu'il a sauvé le monde de l'Égypte à son époque, et bien tel un architecte, il présente à sa future clientèle une énorme construction où rien ne manque, où tout est prévu. Seul fait défaut la manette qui déclenchera le fonctionnement du mécanisme. Alors, regardez ce qu'il dit pour finir cette première intervention sur Herzl. Il y en aura d'autres évidemment qui vont suivre. Les matériaux de l'immense édifice sont prêts, ils existent. Il nous suffit de les rassembler avec intelligence. Et ça prouve qu'il était quelque part prophète. Il avait compris qu'il avait reçu de Kadosh Baruch Hu les éléments désordonnés et qu'il fallait faire comme à Pessah, le seder, l'ordonnancement des tâches, la clarification des différents aspects de la réalité économique et sociale et politique en créant les structures. Et là, c'est le côté Yitro qui intervient. Vous allez le voir, regardez, c'est de la folie. Quelle sera la force motrice de l'œuvre rédemptrice? Cette puissance dynamique sera non seulement la souffrance des Juifs, et Moïse avait dit pratiquement la même chose, c'est parce que les Juifs souffrent qu'il faudra les sortir, c'est si vous voulez, le salut, c'est celui qui va libérer, c'est le libérateur. Et regardez ce qu'il dit. Les Juifs auront leur État, s'ils le veulent et s'ils le méritent. L'État juif deviendra une réalité parce que les Juifs constituent un véritable peuple et parce que dans chaque pays où ils résident en grand nombre, la question juive se pose d'une manière aiguë. Et Herzl dresse le bilan des erreurs tragiques du peuple d'Israël. Bon, là, je vais aller très vite, parce que le peuple d'Israël a cherché, évidemment, dans ses souffrances, à peut-être, malheureusement, pour certains d'entre eux, à s'émanciper, à s'assimiler. Et Herzl a, pendant plusieurs pages, essayé de démontrer que l'assimilation n'est pas la solution. La seule solution, c'est le retour à Sion. Voilà, je vais m'arrêter là.
je continuerai, si Dieu veut, Bezrat Hashem, toujours sur Herzl. Je vous embrasse très fort et que Dieu nous protège tous.